Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau cours portant sur l'étude de la stabilité d'un mur de soutènement poids. L'exemple que nous serons amenés à traiter au cours de ce cours va montrer comment analyser deux modes de rupture potentielle pour un mur de soutènement. Il y aura dans un premier temps, n'est-ce pas, la rupture par le renversement du mur. Ici, on s'attardera sur une surface de glissement circulaire qui passera en profondeur, c'est-à-dire sous le mur, et la rupture par le glissement de notre mur. Maintenant, dans la plupart des cas, la résistance, n'est-ce pas, du mur sera très élevée. Il est donc nécessaire de filtrer toutes les surfaces glissantes qui passent à travers ce matériau. Ceci sera réalisé dans SOP-W en prenant en compte un matériau de type haute résistance pour le modèle que nous allons utiliser pour notre remblai. Alors, dans la définition des matériaux qui nous serviront au cours de notre analyse, on aura le remblai avec les propriétés qui sont définies ici. Un poids volumique, une cohésion et l'angle de friction interne. Un matériau frictionnel qui servira de matériau support entre le sol, n'est-ce pas, de la fondation et notre mur, n'est-ce pas. Maintenant, on aura le substrat imperméable qui sera utilisé dans un autre cas typique, la fondation, et pour finir, le béton avec, comme l'avons dit au modèle de matériau, haute résistance, avec une masse volumique de 22 kN par mètre cube. Alors, il est important de préciser que la résistance du béton ici n'aura pas d'importance. Cependant, le poids du béton aura son importance parce que le poids influe sur la contrainte normale d'une éventuelle surface de glissement sous le mur, ce qui à son tour influe aussi sur la résistance au cisaillement. Alors, sans plus tarder, nous allons précisément définir notre modèle. Il est important de mentionner ici qu'on aura la présence d'une zone de fissure à ce niveau du remblai à l'est, du remblai en arrière de notre mur de soutènement. Alors, ce qui concerne le remblai, voilà ses propriétés. Le béton de résistance, le voici. Le matériau frictionnel que nous allons attribuer à cette tranche. Et maintenant, pour un premier cas, on aura le substrat impénétrable pour notre fondation. Alors, il est important de préciser qu'ici, on aura un centre de rotation qui se placera aux coordonnées 15-18. Nous allons essayer de retrouver ces coordonnées. Ici, on a le point 13. Non, si on avance de ce côté, on va trouver le point de coordonnées 15, 18. Ça le chiffre présentement. 15, 7, 15, 2, 15, 1, 15, 18. Le voici. Alors, une fois que ce point a été placé, maintenant il nous suffit de définir les zones d'entrée et les zones de sortie de notre surface de glissement. En ce qui concerne la zone d'entrée, d'abord, nous allons la définir, tant pour moi ici. Nous allons prendre la plage donnée par la coordonnée 6, 15 et 11, 15 pour la zone d'entrée. Maintenant, pour la zone de sortie, ça sera la zone 19, 5 et 22, 5. En ce qui concerne la définition d'une ligne de tension, il est important de préciser que une ligne de tension de fissure, il est important de préciser que au courant de la division de l'analyse, nous avons pris en compte une ligne de fissure de tension, mais pas de présence d'eau dans ces fissures. Alors, maintenant, nous allons définir la ligne de fissure de tension qui occupera les coordonnées ci-après, 0, 14 et 14, 14. Elle s'établira suivant la zone rouge que nous avons définie précédemment. Ok. Une fois que c'est fait dans un premier temps, nous pouvons dès à présent lancer l'analyse pour vérifier la stabilité, n'est-ce pas, de notre mur au glissement. Ici, il est important de savoir que la différence en translation de notre mur peut être étudiée à l'aide de la méthode d'entrée-sortie, comme nous venons de le faire. Ici, le facteur de sécurité obtenu est de 1,632. Le sol de fondation a été modélisé à l'aide du matériau impénétrable, le substrat rocheux. Ce qui fait en sorte que, comme vous pouvez le remarquer, les surfaces de glissement à ce niveau, n'est-ce pas, sont horizontales sur le mur. Nous avons eu un facteur de 1,632 qui garantit
cependant l'instabilité de notre mur dans ce cas. Ici, il est important de préciser que toutes les surfaces de glissement qui traversent le béton sont ignorées. Ici, sont prises en compte uniquement les surfaces de glissement qui passent sous notre mur de soutènement. Vous pouvez le constater. Alors, l'inconvénient de cette approche est que très peu de surfaces de glissement répondent aux exigences géométriques et sont donc filtrées. Alors, sans plus tarder maintenant, nous allons essayer de nous atteler à réitérer, n'est-ce pas, cette analyse, cependant en s'assurant que notre surface de glissement part en profondeur et a tendance, n'est-ce pas, à renverser notre mur de soutènement. Ici, nous allons juste chercher stabilité au renversement, n'est-ce pas? Tout a été prédéfini. Cependant, il est important de préciser que le matériau utilisé pour la fondation, n'est-ce pas, sera un matériau suivant les paramètres de Moore-Coulomb. Voilà. Une fois que c'est fait, ici la zone d'entrée étant définie comme le cas précédent, de même que la zone de fissure, le centre de rotation, nous pouvons dès à présent lancer notre analyse. Ici, il faudrait comprendre que la possibilité, n'est-ce pas, d'une stabilité de base rotative peut être étudiée en attribuant simplement les propriétés de Moore-Coulomb comme nous l'avons fait. Ainsi donc, vous voyez, les surfaces de glissement obtenues sont de plus en plus circulaires et ont tendance à aller sous notre mur, sans être horizontales en profondeur au mur, à la base du mur. Ici, pour ce cas illustratif ici, nous avons que les marges de sécurité contre un glissement et une rupture en rotation et la base sont à peu près les mêmes, concernant, n'est-ce pas, le glissement et le renversement. Maintenant, pour notre troisième cas typique, nous allons prendre en compte, n'est-ce pas, les blocs spécifiés pour définir notre cas d'étude. Ici, il s'agira dans un premier temps de définir, n'est-ce pas, le substratum rocheux comme étant le sol de notre fondation. Le substratum rocheux, d'accord. Et maintenant, en ce qui concerne la méthode de calcul de notre surface de glissement, on choisira la méthode pas d'entrée-sortie, mais plutôt celle du bloc spécifié. Voilà. Une fois que c'est fait, nous attarderons à définir nos blocs. Cependant, ce qu'il voulait savoir, c'est que nos blocs ne seront pas, comme à l'accoutumée, des blocs, mais ils seront des points qui nous serviront de blocs, afin que notre surface de glissement, n'est-ce pas, obéisse, n'est-ce pas, à une certaine méthode que nous avons eu à choisir. Alors, pour ce faire, avant la définition du bloc gauche, nous allons juste venir en ce point de coordonnées 4,5, 4,9 que nous avons choisi au préalable et définir, n'est-ce pas, en cliquant deux fois dessus, l'angle de départ, les surfaces de glissement qui seront 115, l'angle de fin à 135 degrés et un nombre d'incréments à 2 pour ce premier bloc. Tandis que pour le bloc de droite, n'est-ce pas, nous allons venir ici. Le bloc sera créé comme un point. Cependant, nous avons précisé un angle de départ de 30 degrés à ce niveau. Une fois que c'est fait, n'est-ce pas, ce n'est plus la méthode d'entrée-sortie qui est utilisée pour déterminer le surface de glissement, mais la méthode de bloc spécifié. Ici, il faudrait savoir que la technique de recherche spécifiée par bloc peut également être illustrée par l'analyse, n'est-ce pas, de la rupture par glissement de notre ouvrage. Les blocs gauche et droit ici, comme nous l'avons eu à le faire, sont spécifiés par des points avec une gamme d'angles de projection à chaque point. Ici, on obtiendra un facteur de sécurité à travers ce calcul qui nous permettra aussi de voir si une similitude peut exister avec celui, n'est-ce pas, de la méthode d'entrée et sortie. Alors, sans plus tarder, lançons notre analyse. Il est important de préciser que l'approche par bloc spécifié peut à certains moments présenter certaines difficultés. Alors, voici les facteurs de sécurité que nous avons obtenus, 1,783. Cependant, comme nous pouvons le constater, comme nous l'avons prédit, nous avons des surfaces de glissement qui suivent un certain comportement spécifique, avec des angles directs, ce qui est dans un cas réaliste très peu probable. Ici, l'inconvénient de l'approche bloc spécifié est que les solutions convergentes, n'est-ce pas, ne peuvent être obtenues que si les surfaces de glissement ne sont pas trop raides dans le remblai. Si le glissement devient trop raide, il n'est pas possible d'obtenir une solution convergente, principalement en raison des angles que l'on obtient et les surfaces de glissement, n'est-ce pas. Le moment et le facteur des forces de courbe, n'est-ce pas, de sécurité ont tendance à être parallèles, ce qui rend impossible la recherche d'un point de croisement, si on entre en détail. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'analyse, n'est-ce pas,
d'un mur de soutènement peut être prise en compte par SOLW. Les murs de soutènement ici peuvent être analysés par SOLW pour les modes de rupture en rotation et en translation. Les ruptures en translation peuvent être analysées à l'aide d'une combinaison de la définition de la surface de glissement d'entrée-sortie et du modèle du matériau de sous-atome rocheux. Le modèle du sous-atome rocheux force les surfaces de glissement à passer latéralement sur le mur. Inversement, la technique spécifiée par bloc peut être utilisée comme contrôle de l'algorithme, n'est-ce pas, de détermination de la surface de glissement critique. Alors, il est à présent important de savoir qu'avec SOLW, vous pouvez analyser, n'est-ce pas, les divers modes de rupture d'un mur de soutènement dans SOLW en prenant en compte, n'est-ce pas, le modèle haute résistance pour le matériau du béton constituant le mur de soutènement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau cours.